Le micro et la plume, le balado, une présentation de l'Acadie Nouvelle et CKRO. Bienvenue à ce balado, le micro et la plume, 9e édition. François Gravel, mes hommages. Bonjour Michel, quel grand plaisir de te retrouver aujourd'hui après la pause des vacances d'été pour ce nouvel épisode du balado Le micro et la plume. Tu dis que c'est le 9e épisode, j'ai d'autres statistiques pour toi Michel aujourd'hui. Donc c'est le 6e épisode que nous enregistrons en duo, toi et moi. Et en comptant les épisodes spéciaux de fin d'année, nous sommes rendus en fait à 14 épisodes de balado. Alors je pense qu'on peut parler d'un succès parce que inutile de te le dire, Michel, que si les auditeurs n'étaient pas au rendez-vous, si notre balado n'intéressait personne, CKRO et l'Acadie Nouvelle auraient tiré la plug il y a déjà bien longtemps. Mais ce n'est pas le cas, le public est avec nous, alors on continue. On garde l'eau du bain et le bébé en même temps. Plongeons maintenant dans le sujet de ce balado. Si nous, on a pris une pause pour recharger nos batteries, ben, la politique, elle, non. Et nos observations pendant cette période, non plus. Tu aimerais nous amener aujourd'hui le thème Susan Higgs et Blaine Holt. J'ai bien aimé le titre parce que blanc bonnet, bonnet blanc, on revient toujours à cette roue infernale qui tourne. Et c'est en référence, bien sûr, à la première ministre du Nouveau-Brunswick, Susan Holt, et à son prédécesseur, l'ancien premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs. Maintenant, je te rassure tout de suite, Michel, je rassure nos auditeurs, malgré le titre du balado aujourd'hui, Susan Higgs ou Blaine Holt, je n'essaierai pas de faire semblant que Mme Holt et M. Higgs sont identiques. Tu connais la fameuse expression « les politiciens sont tous pareils ». Eh bien, c'est faux. Susan Holt et Blaine Higgs en particulier sont immensément différents l'un de l'autre. Ce n'est pas du pareil au même. Mais, Michel, même les politiciens qui habitent différentes planètes finissent parfois par se rejoindre sur certains points. Quand on est au pouvoir, on fait des choix, des compromis qu'on ne pourrait pas imaginer quand on est dans l'opposition, qu'on trouve inacceptables. Mais une fois rendu au gouvernement, on peut avoir des surprises. Alors, Michel, j'ai pensé qu'on pourrait s'amuser à identifier certains dossiers où Blaine Higgs n'aurait peut-être pas agi différemment de Susan Holt s'il s'était maintenu au pouvoir. Ben allons-y. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que pendant la saison électorale, la campagne électorale, il y a des promesses, mais arrivé sur le terrain, ben, il y a des chiffres où la donne peut changer, tout dépendamment le lobbying et dans quelle position les gouvernements se retrouvent. Commençons, François, avec un dossier où Susan Holt et Blaine Higgs partagent exactement la même position. Le droit du gouvernement fédéral de nommer une lieutenant-gouverneur unilingue dans une province bilingue officiellement. Susan Higgs ou Blaine Holt? Probablement le dossier dans lequel la première ministre Holt et son caucus libéral acadien m'ont le plus grandement déçu, Michel. Alors, je résume pour nos auditeurs qui ont raté les épisodes précédents. En 2019, le premier ministre du Canada, qui était alors Justin Trudeau, a nommé Brenda Murphy, lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick. Mme Murphy ne parlait pas le français, même si elle a quand même fini par l'apprendre. À ce moment-là, le Nouveau-Brunswick est dirigé par un premier ministre unilingue, un premier ministre qui est hostile aux droits des francophones, un premier ministre qui, pour se maintenir au pouvoir, a joint ses forces avec la People's Alliance, une formation politique dont le principal objectif est de s'attaquer aux droits et acquis linguistiques des Acadiens. Et c'est dans ce contexte-là que Justin Trudeau arrive et commet une erreur de jugement. Il nomme une lieutenant-gouverneur unilingue anglaise. Il a fini par exprimer ses regrets. Oui. Et entre-temps, la SANB, elle, tente de démontrer devant les tribunaux que la nomination est inconstitutionnelle parce que le Nouveau-Brunswick, tu viens de le dire, est une province officiellement bilingue. Le gouvernement Higgs, qui n'a rien à voir dans cette histoire, qui a nommé personne, lui, décide quand même de s'en mêler. Il demande à intervenir devant les tribunaux pour appuyer la cause du gouvernement du Canada contre la SANB et contre cette position voulant que Ottawa a l'obligation constitutionnelle de nommer une lieutenant-gouverneur pouvant s'exprimer dans les deux langues officielles. C'était pas surprenant de la part de Blaine Higgs. Ses positions sur les droits des francophones sont bien connues. C'est bien connu, pas besoin d'en rajouter. Un autre côté, Blaine Higgs a perdu ses élections, Susan Holt l'a remplacé. Est-ce que ça a changé? Est-ce que les choses ont changé? Rien n'a changé. Quand Susan Holt était dans l'opposition, elle a dénoncé, Michel, la décision de Blaine Higgs de réclamer le statut d'intervenant pour se battre aux côtés du gouvernement Trudeau contre l'obligation de nommer une lieutenant-gouverneur bilingue. Et une fois élu premier ministre, virage à 180 degrés, elle poursuit le combat de Blaine Higgs. Le sujet ne fait pas l'actualité ces jours-ci, mais je mentionne quand même là, à quel point c'est sidérant de voir un gouvernement rempli de députés et de ministres acadiens partager et défendre la même position que Blaine Higgs concernant les droits linguistiques des Acadiens. Pire, j'ai lu
les arguments juridiques qui sont défendus par les libéraux. C'est gênant tellement il y a de la mauvaise foi. On craint que toutes les lois promulguées par Brenda Murphy soient déclarées inconstitutionnelles, de se faire imposer la dualité dans l'ensemble du gouvernement. On craint le chaos et l'anarchie judiciaire. Je cite ici, là, c'est pas moi qui... Non, c'est eux, oui. Et au-delà de tout ça, le résultat est le même, que ce soit Blaine Higgs ou Susan Holt. On a un gouvernement qui se bat devant les tribunaux contre les Acadiens. Tu parlais de virage. On peut dire que c'est un virage à droite. Tu veux aussi nous parler, François, de la difficulté pour le Nord, les gens du Nord, de faire entendre leur voix à Fredericton. Parce qu'on le voyait sous Blaine Higgs, peu importe, francophone, Première Nation, les gens du Nord, il y avait quand même un fossé qui s'était creusé. Il y a un exemple qui a retenu ton attention, le dossier des tours cellulaires. Susan Higgs ou Blaine Holt? Un des reproches que je faisais souvent à l'endroit de Blaine Higgs, c'est qu'il était enfermé dans une bulle qui comprenait la capitale, Fredericton, et la région de Saint-Jean. Tout ce qui survenait à l'extérieur de cette bulle avait peu ou pas d'importance à ses yeux. Et à l'inverse, tout ce qui survenait dans la bulle Saint-Jean-Fredericton prenait une importance démesurée. Donc, s'il y avait une catastrophe naturelle dans la bulle, Blaine Higgs s'y rendait tout de suite. Et si ça se produisait ailleurs, il fallait se montrer extrêmement convaincant pour persuader un membre du gouvernement Higgs de se déplacer. Je rappelle que la ministre du Tourisme de Blaine Higgs, Tammy Scott Wallace, s'est rendue plus souvent dans les lieux touristiques ailleurs au Canada, en Europe et aux États-Unis qu'au Nouveau-Brunswick. Et comme ce gouvernement avait peu ou pas d'antenne chez les francophones, et en particulier ceux du Nord, les dossiers prioritaires étaient mis sur la glace. Je me souviens, on avait fait une demande d'accès à l'information pour comptabiliser les visites de Blaine Higgs dans le Nord. Elles étaient extrêmement rares. Alors, j'aimais dire que pour Blaine Higgs, le Nord francophone, c'était l'équivalent d'un lointain pays où il ne connaissait personne et où on parle un dialecte étranger. On peut comprendre que c'était pas un gros compte de dépenses pour venir faire une visite dans le nord de la province. Mais François, avec les libéraux, on voit le nombre de francophones, on voit les sièges. Pourtant, on se dit, la fameuse balance qui nous rappelle qu'il devrait y avoir une justice pour équilibrer les choses. On s'en rend compte, mais malgré tout, on a vu qu'au niveau, les premières annonces que le gouvernement a fait, là, c'était pas fort non plus. Et dans le dossier spécifiquement des tours cellulaires, la connexion n'était pas bonne, je pense. C'est ça. Il y avait, le Wi-Fi, là, il n'était pas disponible. Alors, en rappel, la qualité du signal cellulaire, c'est une source de frustration dans plusieurs régions du Nouveau-Brunswick, pas juste dans la péninsule acadienne, mais dans le nord de la province en particulier, ça fait des années que les élus municipaux dénoncent l'existence de ce qu'on surnomme des zones mortes, des régions où vous ne pouvez pas utiliser votre téléphone. À Bois-Joli, l'édifice municipal est dans une zone morte. Le gouvernement Holt, croyait-on, était plus sensible au problème que de l'était le gouvernement Higgs. Il a offert à Bell d'utiliser 10 tours appartenant au ministère des Transports afin d'installer de l'équipement pour améliorer le signal. Aucune de ces tours n'est située dans la péninsule acadienne. Aucune n'est située dans la région de Chaleur. Aucune dans le Restigouche, à l'exception de Saint-Quentin. Et ce qui est extraordinaire, c'est que personne au gouvernement Holt n'a prévu que ça causerait problème. On a fait des annonces des 10 tours sans prévoir la colère que ça causerait dans le Nord d'être ignoré une nouvelle fois. Pensez comme il faut, là, Michel. Ouais. C'est dans le Nord-Est et dans le Restigouche que les plaintes étaient les plus nombreuses et les plus fortes. Et pourtant, quand le gouvernement s'est intéressé à la question des tours cellulaires, il a lui-même choisi les 10 tours situés dans 10 endroits qu'il a jugés prioritaires et absolument aucun de ces endroits n'était situé dans le Nord-Est. Et encore aujourd'hui, je trouve ça stupéfiant, même si on a quand même tenté de faire ensuite amende honorable. Oui, mais qui dit faire amende honorable, ça veut dire qu'on a réalisé qu'on n'a pas pris en compte une bonne partie de la population. Et ça joue directement avec les mesures d'urgence et la santé physique, mentale et morale de la population. C'est pas un luxe, non, effectivement. C'est pas un luxe, là, c'est directement relié. On pourra en reparler. J'y reviendrai. Tu veux aussi nous parler, parce que là, on a bien vu, là, lieutenant-gouverneur unilingue, les tours de communication. Il y a un dossier qui dure et perdure, qui est sous le respirateur artificiel, c'est celui des palais de justice de la région. Quelle est la position du gouvernement Holt, François? Alors, je rappelle d'abord à nos auditeurs qu'il y avait 2 palais de justice dans la péninsule acadienne, à Caraquet et à Tracadie. Le palais de justice de Caraquet était d'ailleurs dans un nouvel édifice construit il y a quelques années à peine. Et une fois arrivé au pouvoir, Blaine Higgs a laissé entendre qu'il voulait fermer au moins un des 2 palais de justice. Et il a fini par trancher en fermant les 2 palais de justice. Alors, le Forum des maires de la péninsule acadienne a décidé de se battre devant les tribunaux
contre le gouvernement pour infirmer la décision, en misant sur le fait que les droits linguistiques de la population ont été violés, étant donné que la langue de travail, la langue dans laquelle se déroulaient la plupart des causes est le français. Les maires ont perdu, mais réfléchissent à la possibilité de demander à la Cour suprême du Canada de se saisir du dossier. Donc, ça ressemble un peu, dans le fond, au dossier de la cause de la lieutenant-gouverneur unilingue. Ouais. Et la position de Blaine Higgs et de son gouvernement était claire et simple. Il a le droit d'effectuer des compressions budgétaires en Acadie sans se préoccuper d'avoir enfreint ou non les droits linguistiques des Acadiens. Et ce qu'on réalise, c'est que ça ressemble un peu aussi à la position du gouvernement libéral. Ça se ressemble beaucoup. Holt, Higgs, Susan, Blaine. En terminant, François. Alors, pas mal la même position, donc je disais que le prédécesseur. Ouais. Ici, le gouvernement Holt a choisi de se défendre lui aussi devant les tribunaux. Exact. Il défend la même position que Blaine Higgs. Il n'a pas infirmé la décision non plus de fermer les tribunaux de la péninsule. Il n'a pas rouvert les palais de justice de Tracadie et de Caraquet. Il n'a pas mis fin à sa défense juridique contre le Forum des maires. Et honnêtement, on peut quand même comprendre pourquoi les gouvernements, qu'ils soient libéraux ou conservateurs, veulent protéger leur droit d'effectuer des compressions budgétaires. Ils veulent pouvoir ouvrir ou fermer des palais de justice, des bureaux de ministères, des succursales d'alcool Nouveau-Brunswick, des bureaux de services Nouveau-Brunswick, sans que ça devienne un enjeu linguistique constitutionnel. Une différence importante, par contre, entre les gouvernements Higgs et Holt, le dialogue, Michel. Le gouvernement Holt a ouvert la porte à des négociations avec le Forum des maires afin de trouver un compromis qui mettrait fin à la poursuite judiciaire. On n'a pas senti cette ouverture-là avec l'ancien ministre conservateur Hugh John Fleming. Cela dit, dialogue ou pas, négociation ou pas, un fait demeure, Michel, Susan Holt ne semble pas plus pressée de rouvrir les tribunaux de la péninsule que ne l'était Blaine Higgs. Bon, ben allons-y. On revient avec nos jumeaux séparés à la naissance. Dans le cas du pont qui relie Shippagan et l'île de Lamec. Susan Higgs ou Blaine Holt? Je présume, Michel, que tu as déjà pris le pont de Shippagan-Île de Lamec au moins une fois dans ta vie. Allez, Jacques Taès. Je présume que ça t'est déjà arrivé d'être pris dans le trafic parce que le pont est en réparation. Oh, comment ça? Tu sais ça? Le pont est vieillissant, tout le Ouais. monde le sait. Il a besoin de plus en plus souvent d'être réparé. Il va falloir un jour en construire un nouveau. La question, ce n'est pas s'il faut en construire un, c'est quand ça va se faire. Mais je te fais faire un voyage dans le temps, Michel. Au début du premier mandat de Blaine Higgs, il avait fait élire un député dans la région, dans la circonscription de Shippagan, à la Lamec-Nisku, Robert Gauvin. Ouh. Et on avait droit à une situation particulière. Le député et vice-premier ministre à l'époque, Gauvin, appuyait la construction d'un nouveau pont, se disait convaincu qu'un nouveau pont serait bientôt construit, mais le premier ministre Higgs, son patron à l'époque, disait le contraire. Tellement que, pendant la campagne électorale de 2020, alors qu'il tentait d'obtenir un deuxième mandat à la tête du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs a torpillé les chances de son parti dans la région en confirmant à ce moment-là, en pleine campagne, là, qu'il n'avait pas approuvé la construction d'un nouveau pont, qu'il fallait oublier ça, que contrairement à tous ses prédécesseurs, disait-il, il n'allait pas essayer d'acheter le vote des Acadiens. Quel malaise pour le député local. Ça a été, ces images et ces phrases restent un peu en archive parce que de voir un chef ne pas aider un de ses candidats dans la région, on a rarement vu ça, au plan fédéral et fédéral. Et aujourd'hui, on a encore un peu ce malaise-là, parce que le propos avec Susan Holt, avec les libéraux, n'est pas aussi méprisant que celui que portait Blaine Higgs à l'époque. Mais pour le reste, changer les noms, Résultat pareil. changer la couleur du parti, tout le reste est pas mal identique. Ouais. Les députés libéraux de la péninsule, pas juste à Shippagan et Île-de-la-Mecque, mais dans toute la péninsule, sont favorables à la construction de nouveaux ponts. Ils veulent que ça se fasse plus tôt que tard, mais la première ministre Susan Holt a dit non. Tout récemment, le député libéral de Shippagan-les-Îles, Éric Mallet, a annoncé que l'attente tirait à sa fin, que la construction de nouveaux ponts débuterait en 2028, que l'ouverture officielle aurait lieu en 2033. Et d'excellentes nouvelles, sauf que quelques heures plus tard, rétro-pédalage complet. Le député Mallet se rétracte, dit qu'aucun projet concret n'est encore prévu, aucune décision n'a été prise. Il y a clairement quelqu'un, Fredericton, qui a pris le téléphone, qui a expliqué une chose ou deux aux députés. C'est un projet de 100 millions de dollars. Le gouvernement Holt est aux prises avec un important déficit budgétaire. Je pense que beaucoup d'eau va couler sous le pont avant que Pont Neuf ne soit construit. Oui, décision difficile qu'on s'est fait dire au discours du trône. Conclusion, qu'est-ce que tu retiens, François, de toutes ces similarités entre Susan Holt et Blaine Higgs et les conservateurs et libéraux? Les impératifs du pouvoir, Michel. Voilà. Quand on gouverne,
On prend des décisions, on fait des compromis, on fait des choix, et parfois, ça peut signifier imiter un parti politique qu'on a dénoncé. Il ne faut pas tomber dans le cynisme, il ne faut pas dire que les politiciens disent une chose et leur contraire, mais même dans les exemples que j'ai cités aujourd'hui, que j'ai ciblés, il y a des nuances. Là. Dans le dossier de la lieutenant-gouverneur, le ministre libéral de la Justice, Rob McKee, a déclaré qu'il pense que le gouvernement canadien devrait toujours nommer des lieutenants-gouverneurs bilingues au Nouveau-Brunswick. Pas sûr que Hugh John Fleming partageait la même opinion. Dans le dossier des tours cellulaires, Susan Holt et son vice-premier ministre, René Lagacé, ont rapidement rencontré des élus municipaux du Nord-Est et du Restigouche pour entendre leurs doléances, leur promettre de nouvelles annonces et que cette fois, le Nord ne serait pas snobé. Et surtout, il y a, de façon générale, une myriade de dossiers dans lesquels Blaine Higgs et Susan Holt sont à des années-lumière l'un de l'autre. La priorité pour l'équilibre budgétaire, dans le cas de Higgs, la politique 713 sur l'identité de genre dans les écoles, de façon générale, même, je dirais, la place et le rôle du gouvernement dans nos vies. Alors, on ne fera pas semblant aujourd'hui que Susan Holt et Blaine Higgs sont des jumeaux idéologiques, là, vraiment pas. Mais parfois, il arrive que des premiers ministres très différents l'un de l'autre agissent de la même façon, même quand on s'y attend le moins, et on a été témoin de ça à quelques reprises avec Mme Holt au cours des derniers mois. La question à l'éditorialiste, François. C'est le moment tant attendu, Michel. J'enfonce une nouvelle fois mon chapeau d'éditorialiste. Je ne recule devant aucun sujet. Je me prononce sur un sujet d'actualité. Je t'écoute, Michel. Nos auditeurs t'écoutent. Pose la question à l'éditorialiste. Trop de temps, trop occupé pour répondre aux questions des journalistes. Est-ce que la ministre de l'Éducation est aux prises avec plusieurs controverses dues à... Ça se passe au sein de son ministère. Est-ce que Susan Holt devrait peut-être penser à lui faire changer de ministère ou changer de ministre, j'ajoute? La réponse courte est oui, et Michel. La réponse longue, c'est que la prochaine année va être très importante pour Susan Holt. Elle vient de terminer sa première année au pouvoir. Elle sait ce qu'elle va accomplir dans les 3 prochaines années. Elle a une très bonne idée à ce point-ci qui sont ses piliers qui peuvent lui permettre d'atteindre ses objectifs. Il n'y aura pas de remaniement ministériel tout de suite, après seulement 12 mois de pouvoir. Mais en 2026, normalement, il va venir le temps de faire un tel remaniement et tous les regards seront tournés vers Claire Johnson si elle n'améliore pas son bilan d'ici là. Présentement, non seulement la ministre de l'Éducation Johnson peine à éteindre les nombreux feux dans son ministère, elle peine même à défendre ses décisions publiquement, notamment, tu viens de le dire, en ignorant les questions des journalistes. Ça me laisse croire qu'elle ne passera pas 4 ans à l'éducation et que Susan Holt va éventuellement venir à la conclusion, probablement pas cette année, mais certainement l'année prochaine, que Claire Johnson serait plus utile dans un autre ministère. Est-ce que ça envoie le signal aussi, quand on voit, et on peut peut-être avoir le doute, François, que c'est peut-être quelqu'un d'autre qui prend les décisions au ministère de l'Éducation? Est-ce que ça envoie ce message de la manière dont Mme Johnson n'est peut-être pas si à l'aise que ça? Ça veut peut-être dire qu'il y a d'autres peut-être personnes qui partagent le pouvoir, les prises de décision dans ce ministère, non? C'est assez étrange comme situation parce qu'on ne sait pas, dans le fond, qui décide quoi. Le gouvernement libéral n'est pas opposé à son rôle de défendre ses décisions médiatiquement. On voit souvent des ministres prendre la parole. La première ministre Holt elle-même n'hésite pas. Mais quand elle nous dit que Claire Johnson est trop occupée pour parler, pour expliquer ses décisions, j'ai de la misère à avaler ça. La première ministre est pas mal plus occupée et on l'entend sur toutes les tribunes. Oui, bon, l'avenir nous le dira. L'avenir nous le dira. François, c'est déjà ce qui termine notre retour dans le balado Le micro et la plume. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là avec nous pour ce balado. J'invite nos auditeurs à s'abonner à la page YouTube de l'Acadie Nouvelle. Vous y trouverez l'ensemble de nos balados. Merci pour tout, Michel. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du balado du micro et de la plume. Du côté de Séquoia Rouge, on suit le tout via Spotify. Merci François.